Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce soir, donc assister à la deuxième séance du cycle intitulé « Le vivant a-t-il un sens ?» Je suis très heureux de modérer cette séance en tant que doyen de la faculté de philosophie, puisque ma faculté est associée à ce travail interdisciplinaire avec la faculté de théologie protestante et avec la faculté des sciences du vivant. Donc je suis très heureux de ce travail interdisciplinaire. Et donc ce soir, la séance sera plus particulièrement consacrée au mécanisme de la sélection. Nous aurons deux intervenants. D'abord, nous entendrons M. Jacky de Montigny, qui est donc généticien et professeur à la faculté des sciences de la vie, et ensuite ma collègue Françoise Longy, qui est maître de conférence en philosophie à la faculté de philosophie. Donc je vais tout de suite donner la parole au premier intervenant. Les exposés sont de 30-35 minutes, je crois, hein, et nous aurons ensuite du temps aussi pour des questions, pour une discussion. Je donne la parole. Merci. C'est bon là, si je reste là, c'est bon? Ok, d'accord. Parce que bon, j'ai pas trop l'habitude de faire court assis, donc je préfère être debout. Donc bonsoir à tous, c'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux pour en fait continuer ce cycle fort intéressant. La semaine dernière, nous avons eu des interventions remarquable dans les trois domaines. Donc moi, ce soir, je vais reprendre un peu la position du biologiste et continuer de reprendre les grandes idées qui ont été développées par François Gauer la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que le vivant pour un biologiste? Et étendre un peu mon propos et aller plus loin et justement aborder les mécanismes de l'évolution. Et donc après, laisser la parole aux collègues donc, pour ce qui concerne la sélection naturelle. Donc en termes de mécanismes de l'évolution, on ne va pas tout faire. On va voir, je focaliserai sur un certain nombre de notions qui aujourd'hui me semblent importantes et qui, pour un public aussi varié que le vôtre, peut apporter un certain éclairage. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez entendu à plusieurs reprises cette définition. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais donc la reprendre. Donc un organisme vivant, qu'est-ce que c'est? Un organisme vivant est une entité qui se développe, se maintient et se reproduit. Dans ces trois aspects, il y a quelque chose qui est vraiment spécifique, c'est une information. C'est le patrimoine génétique qui va contrôler ce développement, ce maintien et cette reproduction. Et le point qui est essentiel, on est dans un système autonome, mais ce qui va être important, ça va être l'expression du génome. On avait vu également, la semaine dernière, cette importante biodiversité. Et en termes de biodiversité, on avait vu que l'unité de fonctionnement, c'était bien la cellule, que ce soit une cellule animale. Alors, pour montrer, ce sera peut-être plus simple. Est-ce que ça marche comme ça? Oui. Donc une cellule animale, une cellule végétale, les cellules prokaryotes, donc bactériennes, dépourvues de noyau, alors que les cellules animales et végétales ont ce noyau. Donc, unité de fonctionnement qui allait donner un système dynamique constamment en évolution qui donne donc les espèces que nous connaissons actuellement. Mais ce qui est important, que ce soit des organismes ou végétaux, animaux ou prokaryotes, donc eucaryotes ou eucaryotes, le vivant fonctionne selon une unicité. Et encore une fois, cette unicité de fonctionnement, donc des mécanismes communs, on va voir cette unité
de fonctionnement, cette unicité de fonctionnement à travers le génome et voir répondre à ces questions essentielles au niveau évolution. Quelle est la place du génome dans ce processus? Donc pour cela, je vous propose d'abord de définir ce qu'est un génome. Qu'est-ce qu'un génome? Si on regarde dans la littérature, sa définition originelle, la première, c'est une définition qui a été donnée dans les années 1920 et que l'on retrouve dans un ouvrage écrit par un botaniste allemand, pour tout simplement définir à la fois les gènes, les unités héréditaires qui avaient été caractérisées par Mendel, puis par ceux qui ont redécouvert les lois de Mendel un peu plus tard, et caractériser également ces gènes sur des chromosomes. Donc on est en plein dans la poursuite de la théorie chromosomique de l'hérédité. Donc cette notion de patrimoine génétique qui allait se traduire par un ensemble de gènes sur un ensemble de chromosomes. Ce qui permet de définir un génome comme une architecture. Je reviendrai sur cet aspect architectural tout de suite après. Mais un génome, aujourd'hui, si on le regarde, et notamment si on le regarde au regard de tous les développements de la génétique ces 20 dernières années, notamment les connaissances que l'on a actuellement sur ces génomes par leur décryptage, et je vous en dirai quelques mots après, mais donne une définition plus complète de ce que peut être un génome. Ça reste une architecture. C'est un support, bien sûr, d'information, et on va voir sous quelle forme on va retrouver cette information. Et c'est également, et c'est ça qui va être le cœur même de notre discussion de ce soir, c'est une structure dynamique. Et qui dit structure dynamique va tout de suite penser justement à ces mécanismes liés à l'évolution. Et c'est ces mécanismes, c'est cette dynamique du génome qu'on va essayer d'illustrer, ou je vais essayer d'illustrer le plus simplement possible, et le plus complètement également possible. Donc, une architecture, donc effectivement, c'est un ensemble pour une cellule eucaryote, c'est un ensemble de chromosomes. Pour une cellule bactérienne, c'est également un chromosome, mais un chromosome qui n'est pas protégé, qui ne se trouve pas dans un noyau, et qui a une structure particulière qui ne ressemble pas à celle des chromosomes eucaryotes. Si on va un peu plus en profondeur au niveau de cette structure des chromosomes, on arrive bien sûr à ce que tout le monde connaît, qui est cette fameuse double hélice d'ADN. Une double hélice d'ADN, donc une molécule, une macromolécule, constituée en fait d'un ensemble de briques élémentaires. Ces briques élémentaires, on appelle des nucléotides qui se caractérisent un sucre, un phosphate et une base. Pour faire simple, cette base, cette unité que l'on peut voir ici, c'est à nouveau une molécule qui va se raccrocher à ce nucléotide, à cet endroit-là, et qui va, qu'on appellera thymine, cytosine, adénine, guanine, et qui est généralement symbolisée par les 4 lettres A, C, G et T. Ces 4 lettres A, C, G, T définissent donc, en termes de génome, une information, un alphabet limité donc à 4 lettres. Ce génome, si on regarde, en voici sur le fond jaune ici une séquence d'ADN, une succession de nucléotides. Vous avez à peu près ici 4000 nucléotides qui sont représentés sur cette représentation, sur ce document. À quoi est-ce que ça correspond en termes de génome? Si l'on assimile ce génome, qui est une information, finalement, à un livre, un ouvrage, à quoi correspondent ces différents ouvrages, du moins en taille? Le génome humain va être constitué de 675 000 pages de cette sorte. Un génome comme celui d'Escherichia coli, qui est une bactérie,
on va avoir 1050 pages comme celle-ci. Enfin, je donne un autre exemple. Une amibe, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme unicellulaire. Son génome va être constitué de 60 millions de pages. Donc on est là déjà devant trois exemples, trois organismes très distants les uns des autres, avec une organisation du génome, ne serait-ce qu'en termes de taille, qui est considérable. Si l'on reprend un peu ces données, et si l'on regarde un peu ces tailles de génome d'autres organismes maintenant, ce qu'on vient de voir, c'est quelque chose qui peut se généraliser et qui définit un véritable paradoxe, puisque si l'on regarde, quelque part, la taille des génomes n'est absolument pas en relation directe avec la complexité des organismes, ni, comme on le verra tout à l'heure, le nombre de gènes que composent, qui sont présents dans ce génome. On peut regarder même des espèces proches. Prenons encore une fois l'exemple de l'amibe, donc celle dont je vous ai parlé là. Donc on est ici sur une échelle particulière. Dans cette échelle, vous avez ici 1000, 1 million, 1 milliard. Donc vous voyez que ce n'est pas une échelle linéaire, mais les amibes, donc des espèces proches, comme j'ai marqué ici, les génomes d'espèces proches peuvent différer considérablement en taille. Prenons effectivement des espèces proches, vous voyez que vous avez une grande diversité dans la taille. Si on regarde les mammifères, là aussi, vous voyez une diversité de taille, et c'est vrai pour l'ensemble des organismes présents ici. Donc en termes d'architecture, une architecture complexe, comme on vient de le voir, et dans cette architecture, une taille qui va être un des éléments forcément clés, puisque cet élément est variable, et donc en termes d'évolution, on a déjà une piste que l'on va pouvoir explorer par la suite. Le deuxième aspect donc, du génome, je vous disais, c'est un support d'information. Donc, qui dit support d'information pense forcément aux gènes qui vont composer ce génome. Donc, ce support d'information, en termes de gènes, donc gènes, unité fonctionnelle. Alors, souvent, quand on regarde les gènes, la première approche dans l'exploitation d'un génome, c'est de regarder les gènes qui codent les protéines, c'est-à-dire les gènes qui répondent au dogme fondamental de la biologie moléculaire, dogme qui date des années 50 et qui dit que, je l'ai rappelé ici, ADN, qui code pour un ARN, copie conforme du gène présent au niveau de l'ADN, et qui va être traduit selon un code génétique, là aussi universel, quasi universel, de la bactérie, en passant par les mammifères, les végétaux, ou dans l'ensemble du monde vivant, pour arriver donc aux protéines. Ce dogme est encore valable aujourd'hui. Il a été amendé, complémenté, c'est pour ça que vous avez d'autres flèches, mais que je ne détaillerai pas davantage. Donc en termes d'information, si l'on se résume à ces gènes codant des protéines, c'est une information. Comment peut-on retrouver dans un génome, comment peut-on retrouver dans cet ensemble de nucléotides ces entités? Donc, qui dit support d'information dit forcément des séquences particulières. Donc, quelque part, métaphore de la pierre de Rosette peut être utilisée. On rappelle, une protéine, c'est un autre alphabet. C'est un alphabet composé, cette fois-ci, de 20 lettres, 20 acides aminés différents qui composent les protéines. Donc, on passe d'un alphabet 4 lettres à un alphabet 20 lettres. Le code génétique permet justement ce passage de l'un à l'autre. Si l'on utilise ces règles du code génétique,
Si l'on utilise des outils informatiques, vous voyez quelque chose de complexe ici, ça ressemble à ce qu'on peut dire un code barre. Ce n'est pas un code barre, mais en tout cas, on essaye de trouver une signification dans cette séquence. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez beaucoup de barres noires, et de temps en temps, on voit des zones claires, des limites, des régions plus ou moins grandes. Si l'on regarde de plus près, et si l'on place ces éléments, et si on regarde ces éléments en termes d'enchaînement nucléotidique, on peut dire que ce sont effectivement des gènes ici qui codent pour des protéines. C'est ici dans un organisme unicellulaire, c'est une levure relativement simple, comme on va le voir après, et vous voyez une succession de gènes tout au long d'une molécule d'ADN, puisque ceci est l'analyse d'une molécule, d'un fragment, d'un des chromosomes. Donc ce support d'information en termes de gènes, et si on se limite à ces gènes codant des protéines, et si on regarde à nouveau dans l'ensemble des organismes, ou dans un ensemble d'organismes dont on connaît le génome, là on tombe à nouveau sur un nouveau paradoxe, puisque là aussi, le nombre de gènes n'est pas forcément en lien direct avec la complexité de l'organisme. Donc sur ce tableau, vous avez quelques chiffres. On retrouve le nombre ou la taille du génome dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, vous avez le nombre de gènes codant pour des protéines. Chez l'homme, vous avez environ 23 000, je crois que c'est ce qui est marqué ici, 23 000 gènes qui composent donc le génome humain. Pour la levure dont on a parlé, dont je viens de parler juste avant, où je vous montrais cette représentation avant, nous avons environ 5800 gènes qui composent ce génome. Le mot environ n'est pas dit au hasard parce que il est difficile de définir exactement le nombre de gènes. Et d'un individu à l'autre, ce nombre de gènes peut varier. Donc si on regarde cette complexité, on peut se demander, finalement, est-ce que, quelque part, notamment pour les exemples qui sont là-haut, revenir à nos amibes, est-ce que ces génomes ne sont pas trop grands pour, justement, contenir l'ensemble des gènes? La réponse est forcément oui. Donc ça veut dire que ces génomes sont également composés, selon le cas, d'autres séquences. Et c'est dans ces autres séquences, qui vont donc faire partie intégrante de l'architecture dont je parlais avant, et qui vont être importants également pour ce que je vais développer avant, c'est-à-dire la dynamique de ce génome. Si l'on regarde, alors là aussi, regardons juste deux exemples. Le génome humain, d'une part, le génome de la levure, d'autre part. En bleu, ce sont ces fameux gènes codant les protéines. Donc, par rapport au reste. Vous voyez que chez l'homme, on a peut-être même du mal à distinguer quand on est loin la partie qui correspond aux gènes codant des protéines. Donc notre génome, si vous regardez, c'est cette petite fraction bleue qui va représenter les 23 000 gènes qui composent donc, notre patrimoine génétique. 23 000 gènes codant des protéines qui vont assurer à nouveau ces fonctions de maintien, de développement, de maintien et de reproduction. Les autres séquences vont avoir un rôle. Certains vont quand même assurer une partie un rôle évident dans ce qu'on appelle les régulations. Donc, ils vont participer forcément au développement, maintien et reproduction de l'organisme. Mais vous en avez une autre partie qui sont directement ou qui vont être directement liés à des mécanismes qui vont justement permettre l'évolution de ces génomes. Et vous avez notamment ici toute une fraction qui est indiquée par la couleur jaune, qui sont ce qu'on appelle des éléments génétiques mobiles, encore appelés transposons, donc qui ont été mis en évidence dans les années 50 et qui sont véritablement des séquences d'ADN
qui sont capables ou qui ont été capables à un moment donné de se déplacer dans un génome. En termes d'évolution, on peut les assimiler à quelque part, des séquences qui structurent le génome, des architectes qui participent donc à la construction de ces génomes. Si on regarde chez la levure, donc majoritairement, son patrimoine génétique va être codant, donc permettre la synthèse des protéines, mais on retrouve également les autres éléments. En termes d'éléments génétiques mobiles, il y en a aussi, mais une fraction beaucoup plus faible. Donc, en termes de support d'information, une information qui est, somme toute, dans certains cas, limitée par rapport au reste du génome. J'aurais pu mettre ici, ou je peux vous donner l'exemple de certaines lignées de maïs. Certaines lignées de maïs, donc 30 000 ou 40 000 gènes, là, 80% du génome sont constitués de ces régions ici qui sont ces fameux éléments génétiques mobiles écrits ou caractérisés en jaune. Donc là aussi, on retrouve ce type d'éléments, ce n'est pas lié aux mammifères uniquement, c'est présent dans l'ensemble du monde vivant, y compris d'ailleurs les bactéries. Donc des éléments essentiels dans la dynamique, cette fois-ci, du génome. Donc le troisième aspect, donc le génome, une structure dynamique. Donc on a déjà vu ces fameux éléments, une quantité d'informations largement supérieure à ce qui normalement serait requis si on se limitait uniquement aux gènes codant les protéines et aux gènes autres participant à certains mécanismes, et notamment la régulation. Donc cette structure dynamique, comment la montrer davantage, comment la compléter? Si je regarde un génome, si je regarde finalement cet enchaînement nucléotidique, ces pages entières, ce livre entier, si on considère que c'est un ouvrage de, vous avez vu, plusieurs milliers ou millions de pages, c'est un cliché. C'est une photo instantanée de processus continus qui ont eu lieu avant et qui continuent. Et ça peut être assimilé comme un résultat qui est l'accumulation de mutations. Alors ici, pour faire simple, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais de mutations ponctuelles, alors qu'on appelle des substitutions, des microdélétions, des micro-insertions, mais c'est joué au niveau d'une lettre. Vous modifiez une lettre. Un A, un C, un G, un T, je vous montrerai un petit exemple après. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet un polymorphisme déjà entre individus. Et ce qui est important ici, ça définit un individu, un génome. C'est-à-dire dans cette salle, cinquantaine de personnes que nous sommes, il n'y a pas un génome identique. C'est-à-dire qu'en termes de patrimoine génétique, en termes de lettres, si chacun avait son livre et lisait son livre, on aurait à peu près 0,1 à 0,2% de différence. Ramené aux 3 milliards de lettres que compose le génome en entier, ça montre quand même qu'il y a une proportion non négligeable de ces lettres qui, au fur et à mesure, ont été modifiées donc, par des processus mutationnels. Mais une mutation ne touche pas uniquement une base, ne touche pas uniquement une lettre, mais on a également des mutations qu'on va qualifier de chromosomiques qui vont modifier la structure de nos chromosomes, qui vont remodeler les chromosomes. On va pouvoir perdre des morceaux, on appellera ceci une délétion. On va pouvoir dupliquer, donc recopier une partie, et on verra tout de suite après que dans les processus évolutifs, cette duplication est un élément clé. On peut avoir des transferts d'un chromosome à l'autre, des translocations. En termes d'image, qu'est-ce que ça veut dire? En termes d'image,
On a des mutations ici, donc c'est la première partie, des mutations où on change une lettre, des mutations ponctuelles. Comment peut-on imaginer ceci? La manière la plus simple, métaphore, on prend celui qui recopie un texte, un moine copiste qui va écrire un nouvel ouvrage. Si à un moment donné, il manque d'attention, il va pouvoir introduire une erreur. Si l'ouvrage est répété, recopié, et si la recopie se fait à partir de l'ouvrage, du premier ouvrage copié, il y a de nouveau cette erreur qui va être retranscrite, et peut-être le second fera également une erreur, et ainsi de suite. On va pouvoir avoir, au fur et à mesure du temps, une accumulation. Donc c'est ce qui va effectivement définir ces mutations de type ponctuel. Ces mutations ponctuelles, on a quand même vu avant qu'il y a un code génétique. Il y a une information. Donc, dans ces lettres peuvent avoir, ou le message qui est présent dans ces lettres peut à un moment donné être modifié. Ce qui va pouvoir engendrer peut-être une perte de fonction, une modification de fonction, voire une nouvelle fonction. Les modifications de type chromosomique, donc, montrant encore davantage cette fluidité, cette dynamique d'un génome, vont modifier la structure. Si on en reste à l'image du livre, et si l'on considère non plus le génome comme un livre, mais un ensemble de livres, chaque chromosome, par exemple, étant un des ouvrages qui composent la bibliothèque. Dans cette bibliothèque, qu'est-ce qui peut se passer? Quelqu'un qui modifie la position d'un livre, ou quelqu'un qui rajoute un livre, quelqu'un qui enlève un livre. Donc vous avez à nouveau une modification de votre bibliothèque, et ce qui était au départ n'est plus forcément la même chose après ces différentes opérations, après ces différentes mutations. Je parlais avant de séquences dites mobiles. C'est comme si, dans un ouvrage donné, quelqu'un glissait quelques pages qui n'ont rien à voir dans cet ouvrage, qui les prennent peut-être d'un autre ouvrage, les glissent dans le nouveau, et ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Ou inverse des pages, ou arrache des pages. Donc, dans cette optique-là, on peut arriver à expliquer ces différentes mutations qui sont également des témoins donc, de cette fluidité et de cette dynamique du génome. Donc un génome, c'est une histoire, un ensemble de modifications qui se produisent au fur et à mesure du temps, des mutations qui se produisent au hasard, donc des événements qui se font au hasard, sans contrainte ou sans forcément une contrainte, et qui vont ainsi constituer l'un des moteurs essentiels de l'évolution. C'est ce qui va créer de la diversité, et cette diversité pourra ensuite être sélectionnée. En termes de... Juste un exemple pour bien illustrer cette diversité ou cette nouveauté ou cette nouveauté. Un des mécanismes qui est souvent rencontré quand on analyse les génomes, ce qu'on constate en termes de gènes, on a vu avant, relativement, je ne l'ai pas dit, mais c'est relativement peu de gènes par rapport à ce qui était attendu dans les années 1980, quand on commençait effectivement à bien décrypter les gènes. On en était, pour l'homme par exemple, à une idée de 100 000 gènes. Les différents mécanismes d'expression, les différentes structurations des gènes, ce qui fait cette complexité, montraient en fait qu'il n'y en avait que 23 000. Quand on regarde dans ce répertoire de 23 000, en plus, beaucoup d'entre eux, ou plusieurs d'entre eux, présentent des séquences qui sont relativement proches les unes des autres et qui résultent d'un
phénomène ou d'un événement mutationnel qu'on appelle la duplication. Et la duplication, donc c'est une modification, c'est une mutation, c'est ce qu'on a vu avant dans tout ce qui était remaniement de chromosomes. C'est justement une manière de créer de la nouveauté. De 1, on fait 2. Donc la duplication va permettre à un gène d'être présent à un moment donné sous 2 exemplaires ou sous forme de 2 exemplaires. Et ces 2 exemplaires, avec ce jeu de mutation, avec ce jeu de changement de lettres, peuvent à nouveau accumuler un certain nombre de modifications et ainsi créer des nouvelles fonctions ou une spécialisation fonctionnelle que le premier gène tout seul n'avait pas, ou créer tout simplement de la redondance. Comment passer de 1 à 2 ? Selon ce schéma-là, 1, je copie, j'en ai 2. C'est parfois beaucoup plus complexe que ça. Encore une fois, ce sont des phénomènes qui se produisent au hasard. Quelques exemples de duplications qui se sont ainsi produits et qui vont permettre de créer, de faire de l'innovation génétique, c'est par exemple une duplication totale du génome. Ça a été montré clairement chez la levure. Ça a été montré clairement, ici c'est l'exemple d'une paramécie, autre unicellulaire. Et là, si on analyse le génome, on va retrouver dans ce génome des traces qui montrent que 3 événements successifs de duplication complète ont conduit au génome actuel. Donc, quelque part, pour créer de l'innovation, on duplique tout, on le refait une 2e fois, et une 3e fois, ce qui permet d'augmenter le nombre, le répertoire des gènes, et ce qui permet, avec le jeu des mutations, avec le jeu de ces modifications, de créer de la nouveauté. C'est plus complexe que ça encore, parce que certains gènes, qui vont être en 2 exemplaires, voire en 3, vont être, pour les copies surnuméraires, vont être à un moment donné perdus. Un autre moyen de faire de la redondance comme ceci, donc c'est pas 1 plus 1 font 2, mais c'est tout simplement, c'est des segments entiers qui vont être dupliqués. Le génome humain contient de telles régions. Et son analyse montre clairement que le génome humain montre plusieurs centaines de segments dupliqués. Donc ce n'est pas un gène qui se duplique, mais c'est peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4 en même temps qui, suite à l'événement, vont être dupliqués. Chacun va ensuite suivre à nouveau un propre scénario pour soit être éliminé, soit rester, soit rester, mais donner une nouvelle fonction. Donc cette dynamique va donc permettre la création d'innovation, innovation permettant la mise en place de nouvelles fonctions qui pourront ensuite être ou non sélectionnées. Mais tout simplement, il peut y avoir aussi l'événement tout simple, un gène qui en donne 2. En termes donc de devenir, une copie dupliquée de gènes, soit un maintien de la fonction, c'est relativement rare. La majorité du temps, quand un gène se duplique de manière, encore une fois, spontanée, au hasard, la plupart du temps, une des copies va être perdue et aboutir à une situation intermédiaire, ce qu'on appelle le pseudogène. Un certain nombre de ces pseudogènes sont visibles, restent visibles, sont donc des traces de ces anciens événements et sont visibles dans le génome et font partie de cette grande partie ou cette grande fraction qui est dite non codante. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est ici. À partir de là, donc avec un jeu de nouveau, de modification, de type de mutation, on va de nouveau aboutir à des nouveaux gènes, à des nouvelles fonctions. Donc les processus de néo-fonctionnalisation.
qui vont donc permettre l'acquisition à un organisme donné de nouvelles fonctions. Donc, si on regarde, on passe, je pense que je dois être pas loin de la demi-heure. Donc, si on regarde, et si on essaye un peu de synthétiser l'ensemble, je vous livre une réflexion de François Jacob, donc un des pionniers de la biologie moléculaire en France, prix Nobel de médecine, qui dit ceci. Donc une des phrases est plus longue que l'autre, mais c'est extrait du Jeu des possibles, donc un ouvrage déjà paru en 1980 où l'image que l'on avait du génome était beaucoup plus réduite parce qu'on n'avait pas toutes ces connaissances que l'on a actuellement. Mais si on regarde, et ça répond bien à ce qu'on vient de voir ensemble, donc c'est bien un génome, une histoire, elle est écrite au hasard et elle va permettre, ou c'est un des moteurs essentiels de l'évolution. Donc l'évolution procède comme un bricoleur qui pendant des millions et des millions d'années remanierait lentement son œuvre, la touchant sans cesse, coupons ici, allongeant là, saisissant toutes les occasions d'ajuster, de transformer et de créer. Dans le texte un peu plus complet, eh bien, vous avez la comparaison entre le bricoleur qui, effectivement, va arriver avec, quelque part, des matériaux divers, 3 bouts de ficelle, un biocarton, des morceaux de bois, arriver à constituer une information, arrive à constituer un objet. Cet objet, c'est le génome. Et c'est aujourd'hui, quand on regarde ces génomes, effectivement, vous avez des régions entières qu'on appelait, dans les années 1980, ce fameux ADN poubelle, qui correspond aujourd'hui à ces régions, notamment dans le génome humain que je vous montrais, 40% de séquences mobiles, 40% de séquences donc impliquées dans l'évolution, toutes les autres participant également à la régulation des gènes, et donc qui sont là. On regarde un autre organisme dont le génome est plus petit, l'organisation va être globalement différente, mais malgré tout, toujours un ensemble de séquences qui, pour l'instant, pour lesquelles on a une explication, pour lesquelles le décryptage entier des différentes fonctions et de différents rôles ne sont peut-être pas encore totalement élucidés. Voilà, donc je terminerai également par cette question, somme toute naïve, mais bon, qui illustre également cette histoire d'évolution et de génome. Si l'on regarde, entre le génome de notre plus proche cousin, donc le bonobo et le génome humain, il y a à l'heure actuelle, enfin il n'y a pas à l'heure actuelle, il y a moins de 2% de différences qui vont caractériser nos deux génomes. Voilà, je vais m'arrêter là, donc merci de votre attention. Et puis, ouvert aux questions. Merci beaucoup, Jacques Montigny. Je ne sais pas, comme je n'étais pas là la semaine dernière, ce dont je m'excuse d'ailleurs, est-ce que vous souhaitez enchaîner tout de suite ou est-ce qu'on marque d'abord un temps de discussion? Je pense que c'est bien de donner peut-être l'occasion à certains de poser une question ou peut-être de demander des éclaircissements si les points n'ont pas été suffisamment bien compris. Tout à fait. Allons-y. Merci beaucoup. Une petite question pratique. Que représente le sigle UTR, s'il vous plaît?
que vous avez entre intron et pseudo-gène. Petit Entre détail pratique, hein, désolé. Untranslated region. Ah oui, merci. Je ne sais plus où c'était sur une des... Moi, j'avais une question par rapport à votre usage que j'ai trouvé très judicieux des métaphores, par exemple celle du copiste. Et je me suis posé la question de ce que ça pouvait signifier pour vous. Alors, le copiste, vous l'avez dit dans votre exemple, commet une erreur d'inattention. Quand on travaille un peu les manuscrits, on se rend compte que souvent un mot est mis à la place d'un autre, tout simplement parce qu'il n'était pas loin. Donc, quand on lit, on a tendance à les rapprocher, etc. Donc, il y a dans cet exemple-là, il n'y a aucune intention. Mais par contre, l'erreur est reproduite par ceux qui, après, vont recopier. D'accord ? Mais vous n'avez pas pu faire l'économie, dans votre présentation, de certaines expressions qui touchaient, peut-être involontairement, à une forme de... Enfin, qui évoquaient une forme d'intentionnalité. Vous avez dit au sujet de la paramécie, pour progresser, l'exemple, la référence exacte, c'était dupliquer permet la nouveauté. Ouais. Et les citations de François Jacob évoquaient, en parlant de l'évolution, utilisaient la comparaison d'un bricoleur. C'est intéressant comme métaphore dans la mesure où même bricoleur, même pas très doué, le bricoleur a une intention. Alors voilà ma question. Dans quelle mesure vous justifiez vous-même, tout en insistant sur le hasard, dans quelle mesure vous justifiez vous-même la prégnance de ces idées intentionnelles ? Est-ce que l'évolution, c'est des actes sans intention, par exemple ? Alors, pour reprendre le copiste, le principe même de la copie de l'ADN, c'est un mécanisme qui s'appelle la réplication. Donc cette réplication, comme on est de nouveau dans un système autonome continu, c'est des protéines qui assurent cette réplication. Donc c'est une enzyme, un groupe d'enzymes qui vont assurer ceci. Mais cette enzyme fait elle-même des erreurs. Mais ce n'est pas des erreurs intentionnelles. C'est des erreurs qui, au moment de la réplication, qui pourront être soit corrigées, puisqu'il existe dans ces cellules, dans ces mécanismes de réplication, des mécanismes de correction, de réparation, qui cherchent justement ces erreurs. Mais là encore, ces erreurs, l'ensemble des erreurs commises peuvent, pour un certain nombre d'entre elles, passer inaperçues. Et donc, à ce moment-là, créer cette différence. Mais là encore, dans le processus même, il n'y a pas d'intention. C'est un mécanisme purement chimique qui associe deux bases qui sont complémentaires et qui font que tout est toujours basé sur la complémentarité. A qui est associé à T, C qui est associé à G. Donc le principe de la copie se fait de cette manière-là. Ce n'est pas une copie directe, mais c'est une copie qui permet justement, non pas de faire un C en C, mais un C, comme il est apparu au G, c'est le G qui va être mis en place. Donc c'est dans ce sens-là, ce qui va assurer d'ailleurs une meilleure fidélité que de copier directement. Je ne sais pas si je réponds à... Oui, on va passer là. Un peu pour prolonger la question. Voilà, c'est peut-être pour prolonger un peu la question, mais est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes de réparation de l'erreur? Donc là, on aurait un peu l'idée que tout n'arrive pas simplement un peu au hasard, mais il y a tout de même un contrôle aussi de ce qui arrive au hasard. Le contrôle existe, mais encore le contrôle n'est pas efficace à 100%. D'accord. Ce qui fait qu'il y a des chiffres ou des estimations qu'à chaque réplication, il y a un certain nombre d'erreurs qui vont être commises. Mais comme la fraction, par exemple, vous prenez le génome humain, comme la fraction codante est très faible, probabilité que cette erreur, entre guillemets, soit dans une région qui est non essentielle pour les différents gènes dont on a parlé avant, ça sera sans conséquence. Mais ça va être un des
des moteurs qui va assurer notre diversité à nous tous. Mais vous pouvez faire l'économie du contexte qui fait que des erreurs peuvent perdurer parce qu'elles sont fructueuses pour l'organisme. Ah oui, Vous certaines vont ensuite être sélectionnées. Mais vous en avez fait abstraction. Oui, certaines vont être dans des régions où effectivement ça va pouvoir conférer à l'individu une propriété entre guillemets nouvelle ou une modification de la fonction. Et en nouvelle allèle dans le gène donné qui pourra être sélectionné. J'ai une question par rapport à la notion du hasard. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt un non-savoir? Donc, si une mutation a lieu, donc quelque chose n'a pas marché dans la réplication. Par exemple. Pensez-vous pas qu'il nous manque tout simplement un savoir, qu'on pourrait expliquer cette erreur dans la réplication? Donc, je suis là encore dans un modèle de causalité. Je ne comprends pas ce que signifie ici la notion du hasard. Parce qu'il me semble qu'on ne sait tout simplement pas ce qui s'est passé, mais il doit y avoir une explication biologique d'ailleurs, ou chimique, ou que sais-je. Qu'est-ce que le hasard dans ce modèle? Une recopie, je reprendrai la même métaphore, une recopie, une erreur dans la copie. Mais pas une erreur intentionnelle. Une erreur, on va dire, je l'assimilerais à une erreur, une étourderie, Je ne parle pas du tout d'une intention. Ouais. Je suis vraiment dans le mécanisme, comme une machine. Hein, donc, si j'ai une machine à copier physique, je peux expliquer si quelque chose ne marche pas dans un photocopieur, par exemple. Mais c'est justement l'enzyme, la machine qui va assurer cette copie. Qui n'a pas une efficacité qui est à 100%, parce qu'elle-même est une protéine, c'est elle-même une protéine qui va à un moment donné être quelque part une machine qui peut perdre son efficacité, moins efficace, et donc créer plus d'erreurs. Mais c'est... Mais en termes de hasard, c'est parce que ça va être à une position donnée, ça pourrait être à une position autre. Donc c'est là où se fait le hasard. Quand on reprend une molécule en entier, ce n'est pas à un endroit que ça va se produire préférentiellement, ça peut se produire à différents endroits. Et donc cette notion de hasard, pour moi, elle est là. S'il vous plaît, à quel pourcentage à peu près estimez-vous la part de l'épigénétique ou de l'environnement lors des phénomènes de réplication, de duplication? Quelle est l'intervention de cette épigénétique par rapport à ce qu'on savait dans les années 50-60? L'épigénétique, c'est pour la régulation. C'est vraiment pour l'expression, la régulation de l'expression des gènes. Mais en ce qui concerne le génome proprement dit, non. Mais donc dans l'expression des gènes, c'est difficile à estimer. Une part quand même importante, importante, je ne peux pas dire grand-chose. Mais si on regarde deux individus, les seuls individus qui ont un génome identique, ce sont deux clones. Donc chez l'homme, ce serait deux jumeaux, deux véritables jumeaux. On voit bien quand on regarde deux jumeaux que ce ne sont pas exactement les mêmes personnes. Donc, entre autres, là, la part épigénétique va jouer un rôle. Et donc, si les gènes régulateurs ne font pas entièrement leur travail, est-ce que c'est l'environnement cellulaire ou de l'individu qui va régler la question par rapport à la survie? Enfin, je pense que ça s'adressera plutôt à... Oui. D'accord. Oui. Merci. Là, on est dans cette sélection. On va en parler, oui, je pense. Merci. Question de quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en biologie. Un individu, un génome, qu'en est-il dans le clonage, s'il vous plaît? Dans le clonage. Le clonage, comme son nom l'indique, c'est justement reproduire à l'identique. Alors, soit un gène, donc un morceau d'ADN,
soit un organisme entier, soit une cellule, soit un organisme entier. Donc effectivement, lorsque on réalise un clonage, comme par exemple dans les années 90 Dolly, donc là c'était un clone qui a été... c'est un organisme entier qui a été obtenu suite à des manipulations génétiques, on ne va pas rentrer dans le détail, mais où le génome avait été identique, ou quasi identique, puisqu'il y a quand même des différences au niveau notamment du génome mitochondrial. Mais bon, ça c'est un autre aspect. Mais en tout cas, un clone, c'est deux individus qui sont strictement identiques. Donc faire un clonage, c'est essayer de construire un individu qui est strictement identique pour une espèce donnée à un autre. Que ce soit animal, végétal, ou bactérien, ou autre. Oui. Donc, tout à fait, on va peut-être... merci encore. On va passer à la deuxième intervention de Françoise Longy. Voilà. La transition est toute trouvée, puisqu'il a déjà été question de la finalité. Voilà. Je ne sais pas où... Non, je peux... Ça va comme ça ou... Bon, alors je vais rester comme ça, c'est bien. Alors si je parle trop fort, il faut me le dire. Donc effectivement, j'avais donné un titre très long, un titre terrible de philosophe, un peu incompréhensible, et à juste titre, on m'a demandé de le raccourcir. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu, il pourrait signifier différentes choses. Donc j'ai pas résisté tout de même à rajouter ensuite des titres un peu explicatifs de ce dont je veux parler. Voilà, en gros, ma question, ça peut être la suivante, c'est quelle forme de téléologie la sélection naturelle permet-elle d'expliquer ou d'éliminer, hein? Voilà, c'est ça une question philosophique qu'on a pu se poser et qu'on s'est posée. Et vous verrez qu'en fait, plus spécifiquement, je vais en particulier me poser la question justement de savoir si, dans le lien de la vie, les organismes vivants et l'esprit, justement, la sélection naturelle peut aider à faire le lien, parce que c'est une question qui s'est posée, disons, dans les années 1970-1980, et par certains philosophes, et à laquelle ils ont répondu. Donc c'est ça mon sujet. Alors, je vais partir de quelque chose qui, je ne sais pas si c'est très connu par les biologistes, mais chez les philosophes, oui, qu'on peut appeler le problème de Palais. On pourrait dire, en fait, c'est le problème de la pierre, de la montre et de l'œil. Hein, c'est pour ça que je vous ai mis ça comme image. C'est une question donc posée en 1803. Donc, on est avant la théorie darwinienne de l'évolution naturelle, de l'évolution par sélection naturelle. Et je vous lis donc un petit extrait de ce que dit Palais. « Si en traversant un désert, je marche sur une pierre et que je me demande comment cette pierre se trouve là, je pourrais en rendre compte d'une manière passablement satisfaisante en disant que de tout temps, cette pierre a été dans ce lieu. Supposons qu'au lieu d'une pierre, j'eusse trouvé une montre. La réponse qu'elle a été de tout temps dans le même endroit ne serait pas admissible. Mais pourquoi cette différence ? Parce qu'à l'examen de cette machine, donc la montre, je découvre ce que je n'avais pas pu découvrir dans la pierre, à savoir que ces diverses parties sont faites les unes pour les autres et dans un certain but, que ce but est le mouvement et que ce mouvement tend à nous indiquer les heures. » Et après, Palais va faire une comparaison, une analogie entre évidemment la montre et les organes humains. Et il va dire que les organes humains ressemblent à des montres. Et donc, il en arrive à la conclusion suivante. Je dis que le raisonnement de celui qui nie l'art et l'invention dans la montre est précisément le raisonnement des athées. Car l'évidence d'un dessin se trouve dans tous les ouvrages de la nature, comme dans l'ouvrage d'une montre. La montre ressemble bien plus, évidemment, l'œil ressemble bien plus à la montre que l'œil ne ressemble à la pierre. Et donc, comme j'ai besoin pour expliquer la montre, de faire appel à quelqu'un qui a eu un projet de construire cette montre, qui a fait quelque chose de très compliqué
pour aboutir à une machine complexe qui est capable de donner l'heure en utilisant des rouages, des échappements, toute une série de petites choses. Et bien de même, il faut que pour rendre compte de l'œil, je dois de même imaginer quelqu'un qui a programmé toute cette chose complexe qu'est l'œil pour aboutir à une machinerie aussi complexe qui a la capacité de me permettre de voir. Donc ça, c'était voilà, le problème de Palès, c'est-à-dire il avait posé sa question sur comment expliquer la présence de choses aussi complexes que l'œil, comment expliquer la présence d'organes compliqués. Eh bien, il disait la seule réponse pour des choses complexes comme l'œil, c'est de dire qu'il y a un artisan qui les a dessinés. Et cet artisan, c'était Dieu pour Palais, évidemment. Donc, alors, on sait que Darwin, qui donc publie la théorie des espèces naturelles, qui va publier donc en 1859 sa théorie, va en réalité répondre aux problèmes posés par Palais d'une autre façon, et sa réponse, on le sait, c'est qu'on n'a pas besoin d'un dieu horloger pour expliquer l'œil, en fait. On a besoin simplement de l'évolution par sélection naturelle. Et alors, qu'est-ce que ça donne que l'évolution par sélection naturelle? Donc, je ne vais pas expliquer ce que c'est que la sélection naturelle, je pense que c'est une chose assez connue, mais l'idée, c'est en particulier, c'est pour ça que je vous ai mis cette image, c'est l'idée que, eh bien, il y a toute une série d'étapes. On part du fait qu'il y aura, grâce à du hasard en partie et à de la réplication, des cellules photosensibles, que ces cellules photosensibles donneront un avantage aux organismes qui les a, que donc, parce que ça donnera un avantage aux organismes qui a ces cellules photosensibles, elles seront sélectionnées, qu'ensuite d'autres petites modifications interviendront, et à chaque fois que des modifications interviendront qui donneront à, disons, ces cellules photosensibles et des choses associées à ces cellules photosensibles de meilleure capacité, pour peu que ça ait un effet bénéfique pour l'organisme, ça sera sélectionné, et c'est comme ça qu'on peut voir, donc essayer de raconter l'histoire de la formation de l'œil et voir dans des organismes plus élémentaires eh bien, des formes rudimentaires d'œil jusqu'à arriver à l'œil humain qui est, disons, plus complexe. Alors, quand on donne cette réponse, donc cette réponse darwinienne à la question de comment peut-il y avoir des choses comme l'œil, et qu'on utilise la sélection naturelle, qu'est-ce qu'on dit relativement à l'idée que la nature est soumise à une téléologie, c'est-à-dire à une planification où on imagine les choses qu'elle doit réaliser. Chaque animal a un programme où chaque organe réalise une fin qui était prédéterminée. En fait, on l'élimine. On dit, non, pour expliquer la complexité des organes complexes, capables de faire quelque chose d'assez spécial, on n'a pas besoin d'imaginer un plan et donc on pourrait dire un objectif à atteindre en réalisant les parties pour que cet objectif soit atteint. On n'a pas besoin de ça. On a besoin simplement que la sélection, en fait, graduellement, étape par étape, sélectionne des choses qui vont être de plus en plus complexes, éventuellement, et de plus en plus adaptées à un certain usage. Bon. Donc, dans ce cas, la réponse que la théorie darwinienne apporte à, disons, la question qui se posait auparavant est une réponse qui élimine la téléologie. On n'en a pas besoin, c'est une apparence. On croit qu'on a besoin d'imaginer un dieu horloger ou quelqu'un qui planifie en fait les œuvres de la nature, mais en réalité, pas besoin de dieu horloger, pas besoin de téléologie. C'est une apparence, mais c'est faux. Bon, alors,
Donc, si on se pose un peu la question, là, moi, je reprends une position un petit peu de philosophe des sciences, c'est ça qui est mon sujet, c'est de réfléchir sur les types d'explications qu'on donne. Donc, on va avoir le domaine des sciences de la matière, des sciences de la vie, dont on parle, et des sciences de l'esprit. Hein, si on décrit un petit peu le champ des domaines de la connaissance. Alors, on pourrait dire, justement, le problème de Paley, c'était un problème de dire on ne peut pas expliquer les éléments des sciences de la vie comme on va expliquer les comportements des natures inanimées. Et on peut dire que, en fait, Darwin nous a dit, si, on peut répondre à cette question, et on peut répondre à cette question, en fait, simplement, en faisant appel à la sélection naturelle. Donc la science peut répondre à cette question par la théorie de la sélection naturelle et de l'évolution par sélection naturelle. Donc, on a un cadre unifié pour parler des sciences, on pourrait dire des natures inanimées, et parler aussi du vivant, des organes, des organismes, de la production du vivant. Mais la question qui se pose maintenant, c'est qu'on a encore les sciences de l'esprit. Est-ce que là aussi, on est capable de les expliquer, d'expliquer les phénomènes de l'esprit, je dirais, en continuité avec ce qu'on explique, ce qu'on utilise pour expliquer, par exemple, la formation d'un organe, la formation d'un organisme, en continuité avec la biologie, par exemple. Alors, si on repart de quelque chose qui est bien connu, qui est donc la position de Descartes, Descartes, justement, posait une coupure. Il disait, en fait, il y a une coupure dans le monde biologique, dans le sens où il y a d'un côté ceux qui ont l'esprit et de l'autre côté ceux qui ne l'ont pas, et avoir l'esprit relève de quelque chose de complètement autre que le monde physique et physiologique. Donc les animaux sont des animaux machines, on peut avoir des comportements qui s'expliquent en termes de machines, et puis il y a autre chose qui est l'esprit, et en fait les hommes sont ceux qui ont l'esprit. Donc là on a une position typiquement dualiste qui établit une coupure nette dans le monde animal. Alors on peut dire que la théorie darwinienne, dans son esprit et dans ce qu'elle produit, tend déjà à dire mais non, il n'y a pas lieu de faire cette coupure, et va défend la position contraire, dans la mesure où elle va déjà, ça c'est 1871, donc Darwin va publier La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, mais ce qui m'intéresse là c'est la partie la filiation de l'homme, et en fait il va dire l'homme est une des dernières espèces dans un arbre phylogénétique dans lequel il y a, en particulier les singes, on a un ancêtre commun avec les singes actuels, et donc il y a une continuité. Les singes sont nos cousins. Les singes actuels sont nos cousins, on peut dire ça comme ça. Donc évidemment, c'est une position qui replace l'homme dans la continuité du monde animal. Ça va contre le dualisme. Deuxième chose, ouvrage publié cette fois-ci en 1872, qui est l'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux, donc toujours Darwin. Et en fait, Darwin, là aussi, montre qu'il y a une continuité dans les comportements. Alors, il y a des dessins, d'ailleurs, des graphiques dans cet ouvrage. On voit, par exemple, les comportements des chiens. Alors, je ne vous ai pas pris les graphiques de Darwin, mais je vous ai pris des images assez marquantes. On a tout de suite où on voit les similarités là, entre les expressions d'un singe et d'un homme, où tout de suite on interprète le comportement des deux loups, tout de suite on le comprend. Et tout de suite on y voit un certain type de comportement. Là, l'idée aussi, c'est que nos comportements sont dans la suite des comportements animaux. Donc ça
pose la question de la continuité psychologique. Est-ce que, en fait, il y a une continuité entre les comportements des animaux et les comportements des hommes, entre la psychologie animale, ou l'éthologie, qui est la science des comportements animaux, enfin, ça s'intéresse à cette question, et la psychologie humaine. Alors, est-ce qu'on peut expliquer pareillement la psychologie ou les comportements animaux et les comportements humains? En fait, donc vous voyez Darwin, dans la foulée de la théorie de la sélection naturelle, évidemment, tout de suite jette les ponts pour faire le lien entre la théorie biologique et la théorie de l'esprit. Mais, donc, on pourrait dire que ça pousse en ce sens. Cependant, c'est pas, je dirais, cette continuité ne va pas de soi. Pourquoi ? Parce que, justement, comment explique-t-on le comportement animal et comment explique-t-on le comportement humain ? Alors, typiquement, là, je vous ai mis une image de Lorenz, Konrad Lorenz avec une oie. Il est très connu pour ses travaux sur les oies. Bon, l'idée, alors ce qui est très connu, en particulier une des choses qui est très connue sur lesquelles Lorenz a travaillé, c'est le fait que les oies ont une sorte d'imprégnation, d'imprinting, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont se mettre à suivre la première chose qui bouge, je crois, qui est proche d'elles et qui bouge dans les premières 24 heures après la naissance, en fait. Bon, je ne suis peut-être pas extrêmement précise sur la théorie de Lorenz, mais c'est un peu le souvenir que j'ai de cette théorie. Et, que explique d'une certaine façon Lorenz ? Tout ça, ce sont des instincts. C'est des instincts programmés, c'est-à-dire il y a une sorte de... L'instinct, ça peut s'expliquer comment ? Quasiment de façon mécaniste, c'est-à-dire le comportement de l'oie est déterminé par le fait qu'elle a un certain stimulus, elle perçoit quelque chose de mobile dans une certaine période après sa naissance, et ça déclenche un certain type de comportement. En ce sens, c'est une sorte de machine physiologique qui réagit comme une machine. Une machine, vous agissez à un endroit, un levier, et ça, les roues s'enchaînent, et ça produit un certain résultat. Donc l'idée, c'est que, en fait, l'oie, elle ne décide pas de choisir Lorenz. L'oie, elle n'a pas de volonté, d'esprit, de désir. L'oie, simplement, elle réagit à un stimulus de façon préprogrammée. Évidemment, quand on aborde la question du comportement humain, alors, on prête aux êtres humains des instincts aussi, c'est vrai. Ne serait-ce qu'on on le sait, par exemple, des mouvements réflexes, des choses de ce genre. Donc on a des comportements qui ont l'air d'être quasiment du niveau de l'oie, ou comme on explique le comportement des oies. Mais on a aussi des comportements de haut niveau, des capacités de haut niveau. Donc là, j'ai cherché à vous représenter trois types disons, on pourrait dire de capacités de haut niveau. Bon, la première, c'est le fait simplement de penser. La deuxième, c'est le fait de communiquer en utilisant le langage. Et la troisième, mon image, je ne sais pas si elle est très bien choisie, mais c'est le fait d'être face à plusieurs éventualités, d'envisager plusieurs éventualités et de chercher à décider ce que l'on entend faire. Oui, je ne sais pas si l'image est bien choisie. Bon. Alors, en fait, relativement à ces activités de haut niveau, eh bien, il y a un problème, vous voyez, qui est apparu aussi il y a de ça assez longtemps. Je l'ai fait remonter à 1874, un texte d'un philosophe qui s'appelle Brentano. Et on pourrait dire qu'il a posé le problème de Brentano. Enfin, je ne sais pas si on le formule exactement comme ça en général, mais on peut ici le résumer de cette façon. Brentano, en gros, si je simplifie, a dit la chose suivante. En fait, la capacité de penser
la capacité d'utiliser un langage, la capacité de choisir quelque chose, tout ça présuppose la capacité de viser quelque chose. Quand on pense à quelque chose. On vise quelque chose par la pensée. Quand on utilise le langage, par exemple ici dragon, vous verrez pourquoi tout à l'heure j'ai pris le dragon, hein, c'est ça que j'ai dans ma petite image, eh bien le mot dragon, il signifie quelque chose parce que ces lettres, D plus R plus A plus G, etc., mises ensemble, elles ont la capacité de viser quelque chose qui n'est pas les lettres D, R, A, G, O, N. Elles visent, elles ont une signification. Mais avoir une signification, ça veut dire viser quelque chose. Et pareillement, quand on décide, eh bien, on vise un certain objectif qu'on s'est représenté, une certaine situation, etc. Alors, cette capacité de viser, c'est ce qu'il appelle l'intentionnalité. Et en fait, il dit, eh bien, en réalité, cette intentionnalité ou cette capacité de viser, par nature, c'est téléologique. Ça va un peu de soi. Viser, c'est viser quelque chose. C'est donc avoir un but, être tourné vers une cible, vers un but. Et dit-il, cette forme de téléologie, ce n'est pas explicable en termes des sciences naturelles, en termes physiques. Pourquoi ? Un des arguments principaux qu'il donne, c'est la chose suivante, c'est quand, par exemple, prenez le mot dragon, là, quel est le lien entre cette série de 6 signes et quelque chose? Eh bien, ça ne peut pas être une relation simple. Pourquoi? Parce qu'une relation simple, une relation physique, quelque chose qui s'expliquerait en termes physiques, dès que vous pensez à relation physique, vous êtes obligé de penser à une relation entre deux choses qui existent. Bien sûr, il peut y avoir une relation entre cette bouteille et cette table. Mais il faut que la bouteille existe, il faut que la table existe. Et la bouteille, elle est posée sur la table. Mais quand on pense ou quand on utilise le langage, on peut très bien viser quelque chose qui n'existe pas, comme le dragon. Et c'est pour ça que j'ai pris mon exemple de dragon. Et il dit donc, la relation de viser, ce n'est pas une relation qu'on peut comprendre comme une relation physique. On ne peut pas la décrire sous la forme d'une relation physique. Donc il y a quelque chose d'intrinsèquement téléologique dans cette capacité de viser. Cette capacité, c'est justement celle qu'a l'esprit, elle est caractéristique de l'esprit humain. Et en fait, si on explique toute une série de phénomènes qui vont dépendre de l'esprit humain, on va expliquer ces phénomènes en s'appuyant sur le fait que l'esprit a cette capacité extraordinaire au sens de capacité non physique, non réductible à quelque chose de physique, de viser quelque chose, d'intentionnalité. Et donc voilà, je l'ai résumé là en 3 petites phrases. Une téléologie inhérente à la pensée et au langage. Une téléologie suppose la capacité de viser quelque chose. Et en fait, cette capacité, elle est propre à l'esprit ou à la conscience. Donc, on arrive à l'idée que si donc on s'est interrogé, on a d'un côté Darwin qui nous pousse à dire, écoutez, les sciences de la vie et les sciences de l'esprit, ça devrait être en continuité, mais on a le problème de Brentano qui nous dit non, qui nous dit expliquer des phénomènes donc expliquer des phénomènes psychologiques, expliquer des phénomènes intellectuels de haut niveau, ça va reposer sur, en fait, une certaine type de propriété de l'esprit qui n'est pas explicable en termes physiques. Et donc, on va avoir 2 types d'explications. Vous allez avoir d'un côté les explications causales ordinaires, qui sont le domaine des sciences de la nature en général, sciences de la matière et sciences de la vie. Les explications causales ordinaires, c'est les explications où on respecte toujours parfaitement l'ordre temporel. Donc on explique toujours ce qui suit par ce qui précède. L'explication téléologique, elle fait intervenir ce qui est visé pour expliquer ce qui se passe. Donc elle fait intervenir ce qui va advenir ou ce qui est supposé advenir pour expliquer ce qui est. Donc ça semble 2 domaines qu'on ne va pas pouvoir ramener l'un à l'autre.
Alors, cette façon de concevoir une séparation de principes entre deux domaines d'explication, c'est une conception qui est, disons, assez dominante pendant beaucoup du XXe siècle. Et je vous ai donné là deux citations pour étaler dans le XXe siècle pour vous montrer qu'on peut prendre à deux extrémités. Donc, par exemple, dans 1925, Ducasse écrit « Seuls les actes d'entité capables de croyance et de désir sont capables d'avoir un but. Et par conséquent, dans les cas de nature inanimée, on ne peut pas parler de but sans contradiction, sauf si l'on injecte la croyance et le désir, et du désir dans la nature. C'est-à-dire, sauf si on projette, si on s'imagine, si c'est nous qui y mettons. Mais il n'y en a pas directement dans la nature. C'est un monde inanimé, il ne peut pas y en avoir. Et sous une forme un peu plus moderne, si on veut, par exemple, quelqu'un comme John Searle dira en 1995 les fonctions, alors on retrouve la question des fonctions biologiques, donc l'idée même de fonction est une notion en fait téléologique. Pourquoi ? Je vous ai mis une petite explication en dessous, parce que quand on dit que quelque chose a la fonction de faire, ça veut dire que la chose est destinée à faire, qu'elle vise le fait de faire quelque chose. Bon. Donc, ce que dit Searle en comprenant le terme fonction en ces termes, c'est de dire les fonctions n'appartiennent jamais intrinsèquement à la physique d'aucun phénomène, elles sont assignées de l'extérieur par des observateurs ou des utilisateurs conscients. En bref, les fonctions ne sont jamais intrinsèques, elles dépendent toujours de l'observateur. Donc, vous voyez, ces deux citations disent, écoutez, d'un côté, il y a le monde où on peut parler de visée, de fonction, de désir, de but, et tout ça, ça suppose un esprit, et puis il y a tout le domaine qui est le domaine des sciences de la nature, où il n'y a rien de tel. Et quand on croit qu'il y a, c'est parce que nous l'y mettons, nous le projetons, mais ça n'y est pas vraiment. Alors, quelle est la conséquence de ça, pour donner un petit exemple concret ? Par exemple, la danse des abeilles. Si vous vous posez des questions, comme les 3 questions que j'ai mises là, les abeilles communiquent-elles entre elles ? Une abeille peut-elle induire en erreur une congénère ? La danse des abeilles a-t-elle la fonction d'indiquer un certain emplacement ? En fait, l'idée, c'est que si vous êtes... Attendez, j'ai été trop vite. Si vous êtes brintanien, donc si vous devez répondre, on ne peut pas se poser ces questions-là, on ne peut pas répondre à ces questions. Ces questions sont anthropomorphiques, elles sont mal posées. Elles partent de l'idée que, par exemple, les abeilles communiquent comme si elles avaient un langage, mais elles ne peuvent pas avoir un langage. Elles peuvent avoir des réflexes, des instincts, mais pas avoir un langage. Un langage, ça suppose une intentionnalité. Hein. Pareillement, induire en erreur suppose, pareil, qu'on vise quelque chose, et c'est une erreur parce qu'on n'a pas atteint ce qui était visé. Donc l'idée d'erreur suppose l'intentionnalité. Pareillement, la fonction suppose, pareil, qu'on veut atteindre un certain but. Donc en réalité, si on est cohérent avec soi-même et qu'on pense qu'il y a 2 domaines séparés et qui reposent sur 2 principes explicatifs différents, la causalité classique dans les sciences de la nature et puis l'explication téléologique dans les sciences de l'esprit, eh bien, on doit en réalité dire que là, nous sommes anthropomorphiques quand nous parlons comme ça. Et que l'éthologue a tort de parler comme ça. C'est une métaphore. Mais réellement, il n'y a pas de langage, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de choses de ce genre dans le monde des abeilles. Alors, donc voilà, c'est pour montrer un petit peu les conséquences pratiques de ce genre de position. Et un certain nombre... Ah non, je suis en train d'appuyer sur le mauvais bouton. Et donc un certain nombre de philosophes dans les années 80 sont arrivés justement avec un projet, une théorie, pour faire ce qu'ils ont appelé naturaliser l'intentionnalité humaine, c'est-à-dire donner une théorie en termes de sciences naturelles, justement, de cette capacité de viser. Bon. Et j'ai pris cet auteur, parce que c'est un des plus importants dans ce domaine, et aussi parce que le titre de son ouvrage est extrêmement explicite, extrêmement clair. Langage, pensée
Et autre catégorie biologique. Je veux dire, elle annonce clairement la couleur. Cette femme s'appelle Ruth Garrett Millikan. Elle dit, ben voilà, le langage, la pensée, tout ça, ce sont aussi des catégories biologiques comme organes, je ne sais pas, gènes, choses de ce genre. Et alors, je ne vais pas vous décrire cette théorie. De toute façon, je pense que je suis un peu à la limite de mon temps, peut-être déjà. Non, je ne vais pas regarder. J'ai encore. Bon, enfin, de toute façon, j'ai pas. Voilà, c'est quelque chose dont pour en parler après. Et cette théorie va s'appuyer sur une analyse de la notion de fonction, en sens de fonction biologique. Et en fait, cette philosophe et d'autres vont dire, mais en réalité, le langage fonctionnel en biologie, c'est un langage qui est légitime, et il y a une façon de réinterpréter ce langage qui amène non pas à dire que, en fait, on reste avec une vision téléologique qu'on devrait éliminer de la biologie, on a tort, ce qui était la vision dans les années 50, par exemple, mais non, il y a une façon légitime d'employer ce langage avec son sens téléologique, mais il faut comprendre que, justement, les fonctions biologiques, en fait, ce sont des effets sélectionnés, et en fait, le fait que la sélection, disons, la sélection naturelle, en fait, qu'est-ce qu'elle assure? Je ne vais pas vous expliquer la théorie, c'est un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est la suivante. La sélection naturelle, eh bien, elle assure justement une circularité entre l'effet et la cause. Pourquoi? Parce que la sélection naturelle, en fait, elle va sélectionner la cause par son effet, dans le sens où elle va permettre à la cause de se répliquer et de reproduire une cause identique à elle-même ou quasiment identique à elle-même à cause de l'effet qu'elle a eu. Donc, alors un exemple célèbre, c'est la fonction du cœur, c'est de faire circuler le sang. Pourquoi? Mais parce que cet effet a été sélectionné et en fait on sélectionne les cœurs parce qu'ils produisent cet effet. C'est pour ça que les cœurs continuent d'être produits, reproduits, améliorés au cours de la sélection naturelle. Donc l'idée, c'est qu'il y a une sorte de circularité qui est assurée par la sélection naturelle et que ça permet d'avoir une notion qui a des aspects téléologiques. En particulier, ça suffit pour faire une distinction entre bien fonctionner et mal fonctionner. Donc ça donne une idée d'erreur. Ça donne l'idée d'une norme naturelle. La norme naturelle, ce n'est pas ce qui est le plus répandu, mais la norme naturelle, c'est ce qui a été sélectionné parce que ça se trouvait être adaptatif pour une certaine espèce, quelque chose de ce genre. Donc on a une façon de réinterpréter ce vocabulaire téléologique, en particulier en biologie, en disant qu'en fait, eh bien, c'est légitime et on retrouve certaines caractéristiques du discours téléologique en le réinterprétant comme ça. Donc on a bien des fonctions intrinsèques qui sont légitimes au niveau biologique. Donc il y a un discours téléologique relatif au phénomène naturel qui n'est pas l'expression d'une illusion anthropomorphique. Et alors ça aboutit à quelque chose qui a un nom un peu barbare, qui s'appelle la téléosémantique en particulier, c'est un des effets de ça. C'est-à-dire on va développer justement une théorie du langage, des signes, et ultimement de la pensée, qui va s'appuyer sur l'idée que tout ça doit avoir à la base des fonctions biologiques. Et il faut comprendre le signe et la capacité même de quelque chose de fonctionner comme un signe, donc de renvoyer à autre chose, alors de renvoyer à une place de nectar, de renvoyer, je sais pas, du mot dragon, de renvoyer à un certain type d'entité, en fait, à partir d'une réflexion sur les fonctions biologiques. Bon, alors comment elle fait ça, je ne vous le décris pas, mais on peut en reparler. Dans ce cas-là, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de rendre compte ou d'éliminer la téléologie naturelle? Dans ce cas-ci, en fait, on en rend compte. Bien sûr, ce n'est plus exactement une téléologie comme on se la représente quand on pense à un esprit qui vise quelque chose.
ça n'a pas toutes les caractéristiques de la téléologie, mais d'une certaine façon, on ne dit pas, non, on dit pas c'était illusoire de parler de fonction, on ne dit pas c'était un faux discours, on devrait remplacer ça par de la causalité normale, banale, de la causalité de sciences physiques. Non, non, on dit il y a bien quelque chose qui a les caractéristiques de la téléologie, donc on explique en termes naturels la téléologie. Donc on en rend compte, mais on ne l'élimine pas. Donc la question, ou disons ce que ça propose, c'est effectivement de replacer le développement de l'esprit dans le développement de la vie. Donc de certaine façon, de réaliser déjà le programme un petit peu qu'annonçait Darwin en réalité dans ses ouvrages de 1870-72. Alors est-ce que théoriquement c'était je vais juste vous donner mes réponses, puis on pourra éventuellement en discuter après. Est-ce que c'était un difficile défi théorique? J'ai envie de dire oui, ça a mis 100 ans tout de même pour que des gens viennent avec des propositions pour essayer de voir comment on pouvait lier les explications en sciences de l'esprit et en sciences de la vie. Qu'est-ce qui milite en faveur, on pourrait dire, de ce programme de recherche, cette perspective? C'est que ça défend un continuisme. Et est-ce que, en général, c'est un avantage d'être continuiste? Moi, je répondrais oui. Donc, je dirais qu'évidemment, c'est pour ça que c'est un programme intéressant. Et est-ce que aboutir à ce genre de théorie ou aller dans ce sens, développer par exemple une théorie du langage comme d'une catégorie biologique, comme le fait Millikan, est-ce que ça change beaucoup de choses? Là aussi, je répondrais oui. Alors moi, ce que je connais un peu, c'est les effets que ça a sur la théorie de la connaissance, mais aussi ça change les choses sur les questions, on se pose la question de la morale aussi. Mais ça, je connais un peu moins bien. Mais c'est vrai que ça amène à envisager les questions un petit peu différemment parce qu'on prend un point de vue de type continuiste. Voilà, j'arrêterai là. Merci beaucoup. Mais il nous reste une demi-heure de discussion. Merci beaucoup Françoise. Peut-être une manière de lancer la discussion. Je me suis parfois, je me suis interrogé, si tu veux, au sujet du concept même d'esprit. Je sais bien dans quelle tradition on l'utilise, mais j'ai un moment, surtout quand il était question de dualisme, je me suis dit, mais si on met à la place de l'esprit, si on utilise le terme de mental, par exemple, d'élément mental, on peut en venir à articuler le vital au mental, en disant, dans une hypothèse continuiste, que le mental, au fond, c'est un degré supplémentaire de complexité. Et si on en est déjà avec le vital, le mental, on peut peut-être ajouter de manière conscienne, c'est très vieux en fait comme projet, un élément supplémentaire de complexification qui serait le social. Donc le vital, le mental et le social. Et ça m'a semblé être implicite. D'abord, déjà, ne serait-ce que dans cette tradition même-là, chez Searle, après tout, le livre que tu as cité à un moment, c'est la construction de la réalité sociale. Et l'idée de fonction, par exemple, joue un rôle absolument décisif chez Searle en termes de fonction sociale, d'attribution sociale à telle ou telle chose d'une fonction. L'exemple qu'il prend, c'est l'argent, par exemple, qui n'est pas compréhensible si on ne comprend pas qu'il s'agit de l'attribution sociale et collective d'une fonction à un élément matériel qui, sans cette attribution, ne jouerait strictement aucun rôle. Donc je me demandais si une autre manière, au fond, de dépasser les différents dualismes dont tu as parlé, le premier, c'est le dualisme de l'inerte et du vivant, le deuxième, c'est au fond une sorte de nouveau dualisme avec d'un côté le naturel de manière générale, inerte ou pas, et de l'autre l'esprit. À la fin, tu vas vers une hypothèse continuiste, mais je me demande si cette continuité, on ne peut pas aussi l'établir en allant du vital au social, en passant par le mental. Dans la mesure où, par exemple, les capacités de haut niveau dont tu as parlé, elles me semblent incompréhensibles sans la dimension du social. Oui. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs... même dans l'idée des abeilles, c'est bien une communication des sociétés des abeilles. Donc, d'une certaine façon, la continuité là, entre le naturel et le vital passe par le fait qu'on reconnaît, même au niveau du naturel, quelque chose qui est de l'ordre de la
du social, de la collectivité, de la population qui interagit, et c'est de ces interactions en particulier que, peut naître certains types de vital. Oui, je suis d'accord. Merci. Voilà, j'ai peut-être été rapide, mais... Voilà. N'hésitez pas. J'espère que j'ai pas... D'accord. Merci. Alors, j'ai pas dit grand-chose, oui. Ouais. Voilà. Ah, vous, d'accord. Vous voulez... Bon, alors... Donc, c'est en effet sélectionné. Qu'est-ce que... Bon, donc, l'idée, c'est effectivement que... voilà, peut-être le plus simple, c'est de reprendre l'exemple du cœur. Donc on se dit, quand en fait, le cœur a différents effets. Le cœur, il produit un bruit qui fait boum, 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 boum. Bon. Mais le cœur, il produit aussi le fait de faire circuler le sang. Ce qu'on remarque, c'est que les biologistes, ils vont parler de fonction simplement pour la propriété de faire circuler le sang, et pas pour la propriété de produire un bruit rythmé, régulier. Bon. Et en ce sens-là, alors quelle est la différence qu'ils entendent faire en faisant ça ? La différence qu'ils entendent faire, donc c'est l'explication de ça, c'est que justement, ils reconnaissent à cet effet particulier un rôle particulier. Et ils reconnaissent à cet effet le rôle d'être le responsable de la présence du cœur. Donc, l'effet de faire circuler le sang, quelque part, est responsable continuellement de la présence des cœurs. Donc, il y a une circularité ici, et cette circularité explique à la fois que les cœurs se maintiennent, à la fois que les cœurs se raffinent. Donc, on peut dire la fonction du cœur, c'est de faire circuler le sang, parce que le cœur a été sélectionné dans le rapport à cet effet particulier-là. Oui, mais vous avez aussi l'idée que la circulation du sang est nécessaire pour assurer l'oxygénation des tissus. Tout à fait, mais après les fonctions peuvent s'associer les unes aux autres. Oui, tout à fait. Les fonctions qui s'imbriquent les unes. Oui, ça c'est pas gênant. Et la réponse justement à cette nécessité de fournir de l'oxygène aux différents tissus, c'est justement... Mais ce qui a intéressé ces gens, c'est de montrer que cette notion-là de fonction, c'est pas la même idée que la notion simplement de fonctionner. Parce que quand on décrit le fonctionnement d'un moteur, on dit tellement ça fait ça, ça fait ça. Et ça, c'est purement descriptif, c'est purement, on pourrait dire, de la science physique. Donc là, il n'y aurait rien de téléologique. Mais quand on fait intervenir en fait cette idée d'effet qui explique la présence même de sa cause d'une certaine façon, eh bien, on l'emploie en même temps avec un sens téléologique, c'est-à-dire on dit il est là, le cœur il est là, pourquoi faire ? Pour avoir cet effet-là, c'est pour ça qu'il a été sélectionné. Et en ce sens, c'est comme ça qu'on va pouvoir qualifier aussi des cœurs défectueux ou malades. C'est des cœurs qui n'ont plus la capacité de faire circuler le sang comme ils devraient. Enfin voilà, comme on pourrait dire, comme le cœur moyen qui a été sélectionné est capable de le faire. Donc il y a l'idée que c'est à la fois une notion qu'on arrive à expliquer en termes simplement de sélection naturelle, et en même temps, ça suffit pour donner un sens de visée et de normes. Et on peut faire la même chose pour les cygnes. Alors on peut dire, ça a été sélectionné pour trouver le nectar. Donc c'est pour ça qu'on peut bien dire que les abeilles ne font pas que déclencher des comportements les uns à la suite des autres, mais on peut bien dire que ces comportements peuvent se décrire comme des comportements dont l'effet visé est de trouver du nectar. Parce que si ça ne trouvait pas de nectar, ce comportement serait éliminé. Donc voilà, c'est cette... ils disent, mais ça, c'est suffisant pour avoir une base de téléologie, d'explication téléologique.
j'essaye de formuler une question. Comment se fait-il que le naturaliste parle de hasard et que vous, philosophe, vous parliez de téléologie? C'est ainsi que la question m'apparaît maintenant. Je comprends bien M. de Montigny disant, au plan scientifique, je rencontre quelque chose dont je rends compte en termes de hasard. Parce que le biologiste, mais c'est une question, reste dans un domaine très fragmentaire du réel. Il regarde le vivant et il parcellarise le vivant. Il ne va pas jusqu'à l'éthologie, vous avez évoqué, enfin en tout cas ce n'était pas le cas, mais c'est pour provoquer aussi M. de Montigny que je dis cela. Donc là, on parle de hasard. Vous faites intervenir la pensée et même le social. Donc le réel que vous envisagez est un réel englobant. Et là, vous rencontrez alors la question de la téléologie, donc du sens. Je balbutie là quelque chose. Est-ce que ça fait sens, ma question, que l'affirmation d'un but, d'une finalité, d'une intentionnalité suppose la pensée qui précisément dépasse un réel fragmenté et qui lie ce réel fragmenté à d'autres réels et peut-être à la totalité du réel. Alors, bon, il y a plein de questions dans votre question, mais je vais peut-être en profiter pour répondre sur 2 points. Un sur le hasard, qui peut-être ramènera à la discussion précédente, et un sur la totalité. C'est pour ça que j'ai mis l'exemple de la danse des abeilles, parce que cette idée-là, d'une certaine façon, on n'est pas en train, enfin, je ne suis pas en train, et ces gens ne sont pas en train de faire un discours sur la nature en général. Et je pense qu'ils diraient que enfin, je ne sais pas leur position, mais je suis prête à penser que certains d'entre eux diraient que ils ne savent pas s'il y a un sens général, etc. Mais ils sont en train de dire, écoute, une chose qui peut sembler un peu banale, et qui, parce qu'elle est banale, a une certaine force, qui est, regardez, si nous parlons du monde animal, tout de même, ce qui est naturel, c'est d'en parler en termes où il y a tout de même un minimum de téléologie, d'intention. Oui, les abeilles, on a du mal à raconter les choses autrement. Les éthologues n'arrivent pas vraiment à la raconter autrement qu'en disant les abeilles s'indiquent les unes aux autres des positions où elles vont trouver du nectar. C'est le langage des abeilles. Je dirais que ce n'est pas métaphorique, on l'emploie parce que ça nous semble la meilleure expression. Et donc, est-ce que cette façon de parler, elle est légitime ou justement elle est trompeuse ? Et on peut répondre déjà simplement en se mettant à ce niveau-là et en se disant, mais déjà à ce niveau-là, il y a une petite chose à expliquer. Et donc, bon, voilà, je pense que ça n'oblige pas à poser une question extrêmement globale. Alors, sur la question du hasard, oui, j'avais envie de répondre, qui est la chose un peu courante du philosophe, de dire, oui, mais il y a le... Enfin, je crois que c'est Cournot, c'est ça, c'est l'idée du hasard, c'est... en fait... c'est quand il arrive mais là, c'est... Oui, comment dire, des suites d'événements qui ne sont pas connectés. Alors là, l'idée du hasard, je pense, dans le côté darwinien, on est plus sensible peut-être à autre chose, ou moi je suis plus sensible à autre chose, c'est le fait que la mutation, justement, elle ne vise rien. La mutation, en ce sens, elle est au hasard. Dans le sens, les causes, vous posez la question de la causalité, on pourrait décrire tout à fait déterministiquement ce qui provoque ça, mais ça n'empêcherait pas que ça soit du hasard, parce que c'est justement absolument déconnecté de l'effet que ça va avoir. Mais on pourrait dire, alors c'est pour ça que on pourrait dire, mais justement, la sélection naturelle, quelque part, elle semble être un réducteur de hasard, en un certain sens, parce que la sélection naturelle, elle fonctionne de telle façon qu'elle en élimine certains hasards et elle en garde d'autres. Et alors, je cherche depuis tout à l'heure le nom d'un biologiste qui était aussi un philosophe de la biologie, mais il ne me reviendra pas. Mais je me souviens qu'il disait, mais non, la sélection naturelle,
c'est plus que le hasard, et ça a quelque chose de créatif, et de créatif avec une direction, parce qu'il disait, certaines choses ne peuvent arriver que parce que certaines autres mutations ont eu lieu avant, et elles ont été sélectionnées. Donc ça a éliminé le champ des possibles. Alors je ne sais plus quel est le nom, voilà, mais c'est dans les années 70, c'est un article célèbre. Et donc en ce sens, c'est comme si la sélection était un réducteur de hasard. Donc voilà, je ne sais pas si... Ouais. C'est pas évident là. Donc le hasard, moi je prendrais un exemple pour justement illustrer cette notion de hasard. Mais je partage un peu votre avis là sur votre dernier exemple. Mais si on prend ce que tout le monde a déjà entendu parler, c'est les bactéries et les résistances à un antibiotique. Donc vous avez une population bactérienne. Donc population bactérienne qui, dans un environnement favorable, se multiplie. Et se multiplie selon les principes qu'on a rapidement vus avant. Donc dans cette population de bactéries, peut apparaître donc à un moment donné une mutation, plusieurs mutations, mais prenons-en une qui va permettre à cette bactérie, à un moment donné, de résister à un antibiotique qu'on va administrer à la personne qui, effectivement, est victime d'une infection. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En termes de multiplication, toutes celles qui vont être sensibles à l'antibiotique vont effectivement être tuées. S'il y en a une qui reste, et cette unique qui reste n'est pas affectée par l'antibiotique, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va continuer à se reproduire et elle va prendre le dessus sur toutes les autres qui finalement sont mortes. Donc là, au départ, j'ai bien un événement qui s'est produit. Le hasard a fait que ça permette à cette bactérie, à un moment donné, de résister et donc de prendre le dessus. Donc c'est typiquement un exemple de sélection naturelle pour un point de vue biologique. Je ne sais pas si je réponds à votre... Je vais peut-être aller dans le même sens en repartant du problème de... comment Pavet Comment il s'appelait ? Palais, oui. Palais, que vous aviez évoqué. Ce qui me frappe souvent dans la façon antique de considérer la nature, c'est qu'elle m'apparaît être le fruit d'une réflexion sur la technique. La nature apparaît comme judicieusement organisée sur le modèle de l'action technique. Effectivement, face à une montre, on se demande à quoi ça sert, et effectivement, visiblement, ça sert à quelque chose. Et sur ce modèle-là, l'idée d'une intention dans la nature a été construite. Mais j'ai envie peut-être de prolonger le propos de M. de Montigny en disant on peut bien voir à quoi certaines fonctions servent chez certains animaux. On n'en ira pas plus vite vers l'idée qu'ils servent à quelque chose. Ils sont bien fichus et ils ont une façon de persévérer dans la nature qui montre qu'ils sont bien fichus. Mais d'une certaine façon, ce qui ne plaide pas pour l'idée d'une téléologie, c'est qu'ils peut-être ils servent à rien. Il y a peut-être des animaux qui les mangent, mais ils en mangeraient d'autres, s'il y en avait d'autres. Donc j'ai envie de dire que peut-être l'idée de téléologie est encore influencée par ce modèle de la chose mécanique qu'on a sous les yeux et dont on se dit que nécessairement sa complexité est le fruit d'une intention. Il peut aussi, peut-être, c'est une question que je vous pose, y avoir une complexité sans but. Qu'est-ce que le philosophe aurait à en dire ? Je sais pas, je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles, mais peut-être ça recoupe un petit peu la question que vous avez posée aussi, parce que j'ai envie de dire, dans ces positions-là, la complexité, à la fin, elle est tout de même sans but. C'est-à-dire, il n'y a pas l'idée qu'il y a... c'est un point, je pense, important pour tous les gens qui, d'une certaine façon, prennent comme base la théorie darwinienne, c'est que ce qui est le moteur, c'est l'adaptation. Alors, l'adaptation peut pousser à créer des choses extrêmement complexes et expliquer que ces choses complexes existent, ce qui est tout de même un peu mystérieux, mais ça peut aussi pousser à maintenir des organismes extrêmement rudimentaires pendant des milliards d'années.
Donc, en ce sens, la théorie biologique, et là, je crois que la philosophie, ça dépend. Des gens comme Teilhard de Chardin ou d'autres gens ont été dans d'autres directions, mais pas, disons, les gens là dont je parle vont dire que la théorie biologique ne va pas expliquer un ordre général, dans le sens où elle va juste expliquer que l'adaptation est un moteur, mais si quelque chose de très simple est très adapté, voilà, c'est tout. Ça n'explique pas un devenir vers la complexité ou des choses de ce genre. J'ai encore une question sur le mot continuisme que je ne connaissais pas. Est-ce que vous diriez que c'est une position moniste ? Oui. Oui. Voire même matérialiste. Je pense au débat que j'avais brièvement mentionné lors de la première table ronde, des ouvrages comme celui de Karl Popper et Eccles, The Self and Its Brain, c'était clairement une position dualiste, donc il y a un fondement matériel, un cerveau, mais il y a encore autre chose, le je ou le soi, qui utilise son cerveau. Et je pense là, on est clairement dans une position dualiste. Mais si j'ai bien compris, votre position continuiste est une position moniste. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, fondamentalement, oui. Oui, bien sûr. L'idée de la gradualité étant que, bien sûr, il va y avoir des étapes, il va y avoir des différences, mais je dirais c'est comme il y a des étapes quand on passe du bébé à l'adulte. Oui. Donc il y a des stages, il y a des choses, on comprend qu'il y a des complexités, des degrés de complexité qui font que il y a des propriétés différentes qui apparaissent, mais fondamentalement c'est continuiste. Oui. Et une petite question supplémentaire, est-ce que dans ce cas-là, si c'est une position moniste, est-ce qu'on peut expliquer le libre arbitre ? Ou parce que dans ce cas-là, la causalité reste quand même, parce que vous aviez là au tableau les pierres, la montre, etc. Et donc le premier élément, c'était la causalité. Et donc, est-ce que dans un modèle de continuisme, on peut penser le libre arbitre ? Là, vous me mettez un peu en difficulté, parce que je vous avoue que je ne suis pas du tout... voilà, je m'intéresse beaucoup plutôt aux sciences, aux sciences biologiques, sciences du langage, très peu aux questions morales, choses comme ça. Mais j'aurais envie de dire, le continuisme, premièrement, ne veut pas dire déterminisme, et deuxièmement, même dans le cas du déterminisme, la question du libre arbitre est... C'est pas parce qu'on est continuiste qu'on nie le fait qu'il y a des phénomènes de haut niveau qui ne sont pas explicables directement comme des phénomènes de bas niveau. Il faut, à chaque fois, par chaque étape, il y a de la complexité. Et la complexité crée évidemment des propriétés de nature nouvelle. Et donc, c'est pas parce qu'on est continuiste, par exemple, qu'on va dire que je sais pas, si on avait une description de tous les atomes de l'univers, on serait capable de décrire, je sais pas, comment vous allez, voilà, ce que vous allez penser demain matin, par exemple. Donc, oui, donc, bon, moi, pour le moment, ça me semble pas problématique. Voilà. Merci. Vous avez été très explicite, oui, dans la formulation des thèses et des idées, mais finalement, on se rend compte que dans la nature, il y a effectivement une organisation efficace, vérifiable aussi. La danse des abeilles, telle que vous l'avez décrite, et que l'être humain lui-même fait partie de la création. Et l'humain va puiser aussi dans la création les ressources pour sa survie. Voyons, il puise, par exemple, dans l'art militaire, l'organisation des fantassins, on s'inspire parfois aussi de l'organisation des fourmis. L'efficacité des fourmis, leur organisation. Il y en a qui portent de la nourriture, qui protègent, qui assurent la sécurité, et ça donne une certaine endurance. Et là aussi, les humains vont chercher justement dans la nature cette efficacité pour renforcer leur positionnement. Et par rapport à ce que vous avez dit, et puis cette idée-là de la nature, de l'homme qui puise aussi dans la nature, puisque lui-même, il est partie de la création. La manière dont nous utilisons cette même création,
c'est-à-dire parfois sans ménagement, on la saccage, on la malmène, on ne la protège pas. Quelle idée pourriez-vous formuler par rapport à la situation actuelle préoccupante du réchauffement climatique, d'épuisement des ressources? Ça, c'est un premier élément. Merci. Bon. Le deuxième aspect, c'est que, ça vous rejoint vous deux, M. de Montigny et vous-même. Bien, est-ce que vraiment, du point de vue scientifique et philosophique, il est décidé qu'on doit établir une distance, un écart, où vous pensez qu'on peut trouver un point de connexion, d'entente et de réconciliation? Merci. Allez, je vais répondre à votre deuxième question d'abord, parce que c'est peut-être la plus simple. Donc, quand vous parlez de réconciliation, c'est de réconciliation entre la science et la philosophie? Conciliation, c'est mieux. Conciliation. Oui, alors, oui, là, ma réponse, elle est facile, donc c'est bon. Évidemment, c'est une... je me souviens de la conférence où vous êtes intervenu, la conférence précédente, parce que j'ai regardé le... J'avoue que les gens ici, et je suis d'accord avec eux, nous avons une vision assez continuiste, alors pas de la philosophie en général avec la science, mais en tout cas de cette partie de la philosophie qui s'occupe de ces questions-là. Et on est dans l'idée que, oui, philosophes et scientifiques affrontent ensemble des questions. Et chacun y répond en partant de sa tradition, en partant de sa formation. Mais oui, alors là, nous sommes vraiment dans la conciliation, nous sommes dans l'échange et voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Quant au réchauffement climatique, ça me préoccupe beaucoup, mais c'est personnel. Voilà, je ne saurais pas faire le lien avec ces questions-là. Ça ne doit pas être non plus une fuite, quoi, parce que nous sommes dans la nature, dans la création. Ça nous intéresse aussi, nous sommes là. Oui, ça, bien sûr. Merci pour votre exposé. Alors, dans le débat sur la sélection naturelle, on sait que le penseur compliqué, controversé Richard Dawkins est très célèbre pour la sélection naturelle. Ça m'étonne qu'il n'ait pas évoqué ce soir dans le débat. Est-ce qu'il a une place, en fait, dans ce débat sur la sélection naturelle? Oui, il n'a pas un lien directement, mais on est tout de même dans la même un peu famille d'approche, parce que quelqu'un comme Dawkins va défendre l'idée que justement la sélection naturelle, ça joue sur tous les effets. Et certains des effets sont justement des effets de type comportementaux. Donc, la capacité d'utiliser des instruments, la capacité de penser, la capacité de communiquer, tout ça doit être pris en compte dans la sélection. Alors, il a fait après une théorie, ça s'appelle la théorie des mèmes, où justement c'est les productions culturelles et elles sont elles-mêmes soumises un peu à un régime type sélection naturelle. Donc, il y a une idée continuiste derrière Dawkins. Donc, on pourrait récupérer. Certaines idées sur les mèmes sont peut-être problématiques, même dans cette tradition-là, mais il y a des éléments de ce que dit Dawkins qui, sans problème, se retrouvent dans sont en accord avec ce qui est proposé par ces philosophes. Oui. Bien. Nous approchons de l'heure de la fin de cette séance. Je voudrais remercier le public, remercier les deux intervenants de ce soir pour leur conférence et pour aussi les questions et les débats auxquels ces conférences ont donné lieu. Et je ne voudrais pas terminer sans vous rappeler que la prochaine séance de ce cycle de conférences Le vivant a-t-il un sens aura lieu le 5 mars prochain sur le thème création et évolution. Merci beaucoup, Monsieur Fischbach. Simplement signaler que nous ne serons pas ici dans la salle des thèses. Nous retournons à l'Amphivlès, à l'IPCB, où nous avions commencé. Et donc, nous aurons la joie d'entendre Monsieur Gérard Sigwalt, qui participe régulièrement et qui est théologien. Son propos sur la création sera discuté par Marion Thomas, historienne des sciences. Merci beaucoup. Bonne soirée.